Salut tout le monde, c'est Sweet Spot, notre émission 100% matos. Au sommaire de ce mois-ci, le grand moment fort, c'est la visite du site Inesis à Marcq-en-Barœul et le test des fers 500 par Jean-Philippe Rodenburger, notre monsieur tout le monde. Le joueur du Tour, David Ravetto, va nous raconter sa passion pour le matériel de golf et particulièrement pour Titleist qui le sponsorise depuis l'adolescence. Et dans la foulée, Francis, notre retraité 14 d'index, va nous tester pour nous les wedges Vokey SM10 qui viennent tout juste de sortir. Et toujours au rayon test, Mizuno sera à l'honneur ce mois-ci avec le test et la découverte des séries pour bons joueurs. Ce sont les séries 240 qui seront présentées par Kiton Lely depuis le golf de Longchamp. Et on partira du côté de Valderrama pour découvrir ceci, un grip de putter révolutionnaire signé Golf Pride. Il s'appelle les Reverse Taper. Allez, on commence l'émission avec un voyage dans le nord du côté de Marcq-en-Barœul. On rejoint tout de suite Jean-Philippe Rodenburger du côté de la bulle d'Inesis. Voilà, on est à l'Inesis Golf Park, vous le voyez derrière, c'est un lieu unique en Europe, unique en France et même unique au monde. On va tester justement bientôt ces fers 500, mais juste avant, on est avec Louis. Présente-nous un peu ce lieu qui est ici depuis 2009, c'est ça? Exactement, donc depuis 15 ans, la marque Inesis est installée ici donc à Marcq-en-Barœul, dans le nord de la France, à côté de Lille. Et donc une trentaine de personnes, de passionnés de golf, conçoivent l'ensemble des produits Inesis, que ce soit pour le matériel, ou bien pour la panoplie du golfeur. Oui, c'est pas juste un centre de conception, c'est aussi un vrai lieu de vie où on vit golf, on mange golf, on fait du golf. Et tu vas nous présenter tout ça? Allez, c'est parti. Le slogan un peu de la marque Inesis, hein, Louis, We make golf easier. L'idée, c'est vraiment de se dire que le golf, c'est pas forcément un sport facile et que dans tous nos choix de conception, on essaie de vraiment rendre le golf plus facile et on le verra justement sur les fers 500. Donc ici, on retrouve finalement l'ensemble de l'offre Inesis. On est effectivement une marque qui propose l'ensemble des produits pour pouvoir jouer au golf, que ce soit la panoplie jusqu'au matériel. Et puis ça, c'est génial. Un petit green central. Les écoles de golf peuvent venir s'entraîner, donc tout le monde vit ensemble en fait. Exactement, on se dit que c'est vrai que c'est un site où il y a beaucoup de vie. Comme vous pouvez le voir, juste ici, les équipes de conception. Donc il y a des joueurs de golf qui jouent ici, et ici, c'est le cerveau, les gens qui fabriquent les clubs. Exactement, ça nous permet d'être vraiment au cœur des besoins des utilisateurs, afin de pouvoir justement leur rendre le golf plus facile en connaissant exactement quelles sont leurs attentes. Ces fers 500, on va découvrir tous ces secrets avec Alexandre. Alexandre, tu es ingénieur pour Inesis. Tu as été au cœur de la conception de ces fers. Montre-nous un peu à l'image comment ça se passe. Donc ça, c'est le club qui est décomposé. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec le designer l'esthétique du club et en même temps, en parallèle, travailler avec des logiciels de conception 3D, toute la partie ingénierie, hein, donc là c'est un club holo, donc qui est creux, tout ce qui est répartition des masses à l'intérieur pour concevoir le club qu'on a imaginé. Alors c'est quoi les règles, on va dire entre guillemets, pour rendre un club facile à jouer? Ça va être, alors déjà ça va dépendre du niveau du joueur, entre le débutant, confirmé et l'expert. Si on prend l'exemple des fers 500, techniquement la partie hollow body, c'est ce qui permet à notre avis au club confirmé de les aider le plus possible. Alors hollow body, ça veut dire que… Hollow body, c'est le club qui est creux à l'intérieur. Hein, ça nous permet quoi en fait, une construction hollow body? Ça nous permet d'avoir un look proche d'une lame. Le plus proche possible en tout cas. Avec de la tolérance du coup. Et avec de la tolérance parce que comme l'intérieur est creux, on y met la masse et donc la répartition des masses là où on veut et là où on a décidé que c'était intéressant pour le golfeur. Donc par exemple plutôt en bas pour l'aider à lever la balle, plutôt sur les côtés pour le MOI, sur les wedges plutôt à certains endroits stratégiques pour plutôt remonter le centre de gravité pour ajouter du spin
lors du contact de balle. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de travailler pour rendre le golf plus facile, avoir des clubs élégants. We make golf easier. Exactement. Bon Nicolas, là ça y est, on est dans le vif du sujet, on va tester ces clubs Inesis 500. Donc on a vu, hein, là, on a déterminé la taille, donc moi c'est un taille 1 en graphite. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer de l'acier, mais on va voir ce que ça va donner. Donc là je commence avec le pitch, puis on va voir, on a pris des vraies balles, on a le Trackman qui est là. Magnifique celle-là. Ouais, première belle balle. Alors c'est vrai que en fait, quand on pose le club par terre, c'est marrant, mais c'est la sensation que rien ne peut nous arriver. C'est peut-être un peu. J'aime bien ce commentaire. Non, mais c'est vrai que c'est assez agréable. Et on se dit pas, oula, j'ai peur de la louper sur une lame et encore. Mais après, ça reste quand même assez. Ça fait pas club débutant en fait. Voilà. C'est vrai que cette sensation aussi, on en a discuté avant, que cette balle part vraiment. Fort du club quoi. Et tu verras avec le fer 7 et le fer 5, c'est encore plus vrai. Elle a vraiment tendance à gicler très fort du club et à garder, je trouve, c'est une trajectoire très pure. La balle, elle n'est pas flottante, elle a vraiment une trajectoire qui est très très pure. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est agréable. Tu veux essayer un fer 7? L'impact, l'impact est assez doux. Hop, on va changer de club. Tu m'avais dit 135 fer 6? Ouais. Fer 6, fer 7. Okay. Fer 7, ouais, 135, c'est un fer 7 bien tapé, on va dire. Ok. Allez, on teste ce fer 7. C'est assez agréable quand même au toucher. Puis si en plus on gagne de la distance. 143,6. Incroyable. Incroyable. Je crois que j'ai jamais fait cette distance avec un fer 7 et c'est sans blaguer. Ouais, le contact est vraiment très agréable. Un peu le bruit un peu mat quoi. Exactement. Ça te dit d'essayer le fer 5 en mode utility? Ouais, tiens. Complètement. Mais ce qui est bluffant, c'est la distance quoi. 150 mètres avec un fer 7, j'avais jamais fait ça quoi. La dernière a fait 155,7. C'est hallucinant. Hallucinant. Super trajectoire. Donc là c'est le fer 5. Hein, et c'est pas truqué, on le rappelle. Hein, c'est pas truqué. Ça c'est le fer 5, donc comme je t'expliquais, hein, on a travaillé en mode utility. Hein, donc quand tu le mets à l'adresse. Ouais, donc la semelle un peu plus large. Exactement, semelle un peu plus large. Et quand tu l'as à l'adresse, tu vas te rendre compte que tu vois l'arrière du club. Donc ça augmente encore l'aspect tolérance du club. On le voit. Quand tu le mets à l'adresse, tu vois bien. On voit bien que ça vois l'arrière du club. Et ça repose. Vraiment, ça te met en confiance. Et surtout que c'est des longs clubs, on a toujours un peu. C'est des longs fers et c'est souvent des clubs qui font peur. Donc on a voulu vraiment rendre le club très généreux pour donner la possibilité à tous ces golfeurs en manque de distance sur les longs fers d'aller vraiment chercher avec ce fer 5 Allez, on va essayer. En mode utility. Ouh, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Allez, 200 mètres, 200 mètres. Au niveau des chiffres 163,9. Pas mal. Je crois que j'ai jamais fait ça avec un fer 5. Hein. Combien 163 mètres 163,9. Ouais. Impressionnant. C'est beau ça. Dernière balle. Elle a pris les arbres, je connais. Alors justement, on va aller voir un peu tous les chiffres avec Clément. Donc, en tout cas, pour commencer au niveau du feeling, c'est vrai qu'on parlait de tolérance. C'est des clubs qui posent très bien, qui sont très rassurants, mais on n'a pas l'impression d'avoir des clubs débutants dans les mains. Et ça, je pense que c'était important pour vous, Inesis, et on l'a vu, et vous nous l'avez dit, Nicolas, avant de tourner ce test. C'était le premier retour des gens. On a enfin un club de golf dans les mains, c'est ça? Exactement. J'ai eu beaucoup de retours quand on a fait tester les produits à enfin un club de golf. C'est vrai que on vient d'une série qui était très très facile à jouer, avec des gros codes plutôt débutants, des offsets, des gros stop line, une semelle très large. On a vraiment voulu affiner tout ça, mais garder la tolérance du club. Et je trouve que c'est la magie de ce club 500 aujourd'hui, c'est qu'on retrouve tous les ingrédients d'un club plutôt pour les très bons joueurs, mais avec, comme tu l'as constaté, une facilité de jeu incroyable. La prise en main du club est facile.
Et on sait aujourd'hui que... On se pose pas de questions. Exactement. Et quand tu testes le marché, il y a tellement de choix aujourd'hui que c'est important d'être tout de suite à l'aise avec les clubs. Et je pense que ce sera le cas avec les 500 aujourd'hui d'Inesis. On est tout de suite à l'aise. Ils sont rassurants. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit. Ils sont très rassurants. Ils posent bien. On se sent vraiment en confiance sur tous les fers. Moi, j'adore la pureté de la trajectoire quand ça sort bien du club comme ça. La facilité de jeu et puis la puissance qui était ce que je souhaitais vraiment sur cette série-là. Donc pour l'instant, ça sent bon et hâte de les voir dans les mains de nos golfeurs. Voilà Louis, c'est terminé, merci beaucoup, on s'est régalé à tester ces nouveaux fers Inesis 500, puissance et tolérance, le pari est gagné. C'est en magasin depuis le 4 avril. Si on a envie de les tester, comment on peut faire? Parce que vous prêtez des clubs, c'est ça? On a une trentaine de magasins qui proposent le test soit en simulateur, soit en prêt tout simplement pour les tester sur le parcours. Et donc j'invite l'ensemble des personnes qui regardent le reportage de venir tester et de se laisser surprendre par ces nouveaux fers 500. Comme tu as pu le faire et être surpris par la puissance de ces nouveaux clubs. Ouais, puissance et tolérance, en tout cas merci beaucoup Louis. Merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro de Sweet Spot. Merci beaucoup Louis. Avec plaisir. Merci à JP et à l'équipe d'Inesis qu'on retrouvera dès le mois prochain, cette fois-ci pour la découverte de nouvelles balles Tour signées de la marque 100% française. Et juste pour compléter sur le segment des fers 500, c'est-à-dire des clubs faciles à jouer mais qui ont quand même une belle tronche, je veux quand même vous montrer les AI Smoke de Callaway que vous connaissez déjà qu'on vous a présenté il y a quelques mois, mais c'est vraiment ceux qui m'ont fait la plus belle impression. Ça a une bonne gueule, ça pose bien et c'est puissant. Et dans le même registre, les Cleveland Zipcore XL, pareil, c'est facile à jouer et ça sort très fort du club pour une très large gamme de joueurs. Allez, maintenant de la banlieue lilloise, on file à Chantilly, c'est pas si loin que ça, pour une journée Vokey Experience. Francis, notre retraité 14 d'index, a testé pour nous les tout nouveaux wedges signés Titleist, les Vokey SM10. J'ai eu des Cleveland, et puis ça là, mes pings, mais ça c'est vraiment top. J'avais jamais joué de club Vokey. Et j'ai quelque chose, c'est vraiment quelque chose que je recherchais, un ressenti, un toucher de club, puis confiance dans le club. Ils sont repartis sur une configuration que j'avais actuellement, et puis en me disant non, voilà, là ça va pas, on va essayer ça, on va essayer ça. Alors Francis, il est arrivé avec 3 wedges, donc ça c'est déjà une bonne chose, que ça lui permet d'avoir de la polyvalence, notamment sur ses distances de wedging. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait des rebonds qui étaient assez élevés sur le 50 et le 54. Je me suis rendu compte qu'il avait un petit peu trop de rebonds. Je lui ai mis un petit peu moins de rebonds, il avait des meilleurs contacts qui étaient un petit peu plus compressés. Et par contre, il a un 58 qui avait un petit peu moins de rebonds, et ce qui était toujours le cas sur les SM10, puisque quand il ouvrait sa face, il a besoin d'avoir une meilleure interaction avec le sol, un club qui glisse un peu plus et qui rentre un petit peu plus dans le sol. Hop, c'est coup d'essai ça. C'est l'objectif. C'est pour ça que je suis venu ici. De toute façon, j'avais l'intention d'échanger. J'ai pris le dernier de la gamme, le 58.8, voilà, qui m'a été conseillé. Donc je vais essayer de faire quelques coups avec ce club. J'aime que le club pose naturellement au sol. J'aime l'aspect esthétique, pas avoir un wedge trop imposant. On peut l'ouvrir, mais c'est pas toujours facile. Mais j'aime bien que le club soit vraiment square quand je le mets sur le sol, quoi. Alors les SM10, j'ai été très agréablement surpris. J'ai surtout beaucoup apprécié le feedback du club et le toucher du club à chaque fois que j'ai joué une balle, qu'elle soit plein coup, demi-coup, pitché ou lobé. Alors le 50, on est sur du 0.8F. Lui, il avait une marque concurrente en 12, donc un tout petit peu trop de rebond. La F chez nous, elle s'apparente à full swing, donc c'est une semelle qui dans la suite en fait d'une série de fers, tout simplement. Ensuite, le 54, on était sur du 10S. Donc la 10S, c'est plutôt une semelle qui est un petit peu standard square. Et le 58, on est sur la M, qui est la semelle préférée de Bob Vokey, puisque ça veut dire My Favorite, qui sert un peu comme un couteau suisse à faire du lob shot, du chipping, du wedging, aussi bien du bunker que des sorties de rough. Moi j'aime bien ça. Ouais, c'est joli. En fait, l'idée c'est d'avoir un petit peu plus de différence avec le chrome, tu vois. Quand tu fais du petit reflet dans la face de club, ça souvent, de temps en temps ça me gêne. Moi je trouve ça noir, je sais pas. Plutôt cette finition-là, canon de fusil, enfin je sais pas comment. Très bon choix. Bah nickel.
Vokey, les Vokey, c'est le nom, Vokey, c'est le wedge, Vokey, c'est ce qu'on voit sur le tour. Nos amis pros qui rentrent les approches directes, ce que j'ai jamais réussi à faire dans ma vie. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs du tour qui sont équipés, je pense, avec des wedge Vokey. Et à mon avis, c'est pas innocent s'ils utilisent ce type de club, quoi. Le golf, ça commence à 135 mètres et en dessous. Donc c'est là qu'il faut les mettre sur le green. Et c'est là qu'il faut le bon club pour aller les mettre sur le green. Alors moi actuellement je joue les SM9, donc j'ai un 52, un 56 et un 60. Sur le bounce, il y avait un petit hic. Donc là sur les SM10 sur lesquels je suis passé, on a changé un peu le bounce avec Mathieu. Il va beaucoup plus à l'arrière du... Tu vois la forme là. Oui, la forme est plus arrondie sur le... Non. Ouais, puis surtout une surface de frappe plus large en fait. En fait le T c'est l'extrême, le T c'est tout fin, donc tu peux vraiment t'appuyer sur l'arête arrière, tu vois comment c'est usiné. Très plat, tu peux vraiment ouvrir énormément et du coup jouer vraiment avec le rebond, avec l'arête arrière du club. Mais par contre si tu plantes un peu le club, j'exagère, mais quand tu mets les mains un peu devant, si tu as le shaft qui reste un peu vite longtemps vers le bas, ce que tu mets en premier, ce qui reste dans le sol, c'est cette partie-là. Donc ton club, c'est une lame, quoi, t'as pas de tolérance. On s'est rendu compte que sur des terrains un peu plus fermes, il avait du mal un peu à chipper autour du green, à faire glisser le club en dessous la balle. Et du coup, on s'est posé la question de partir sur des semelles avec un peu moins de rebond, potentiellement plus usiné aussi, pour vraiment pouvoir travailler et ouvrir le club. En testant, c'était assez intéressant. On s'est rendu compte que quand c'est trop usiné ou quand il n'y a pas assez de bounce, c'est pas assez tolérant. C'est-à-dire qu'il a des bons coups, mais ses ratés sont très très ratés. Et du coup, on est parti sur un compromis, justement la 10S. Un peu moins de rebond que ce qu'il avait avec la 12D, mais en gardant une semelle avec une surface de frappe, on va dire tolérante, qui tolère ces petites fautes de contact, parce que c'est un secteur de jeu sur lequel il n'est pas hyper à l'aise. Donc il a besoin d'un peu de tolérance, mais de pouvoir aussi avoir de la polyvalence, notamment sur des terrains de Grand Prix où les parcours sont en général mieux préparés. Mon critère, ça va être d'abord l'aspect physique forcément. Donc à l'adresse si je me sens bien avec le wedge. Et ensuite ça va être vraiment les propriétés intrinsèques du club quand je vais le taper. Je suis parti sur du brush style, qui sont semblables à ceux que j'avais avant. Pas très original sur ça, mais c'est une question de préférence pour le coup. Moi ce que je vais regarder en premier, c'est ce que le golfeur a dans le sac au niveau des wedges et au niveau des fers aussi. Je commence toujours par un gapping, un étalonnage de son pitch. La première étape, c'est trouver les bonnes ouvertures de wedge. Et nous, on conseille d'avoir chez Titleist 4 à 6 degrés d'écart, grosso modo, entre les wedges. Et après ça, on commence le fitting en essayant différentes semelles, différents bounce, et en essayant d'adapter surtout aussi le shaft, parce que c'est un facteur qui est souvent malheureusement négligé sur les wedges. Petite colle, si on devait te dire, on a le droit qu'à un seul wedge dans le sac. Allez, la S, la plus square, la plus simple à jouer en termes de technique. C'est pas la plus polyvalente, mais c'est un bon compromis entre tolérance et un peu de maniabilité autour du green et un rebond de 10. Donc ça va fitter, ça va matcher sur pas mal de sols, mine de rien, que ce soit un peu ferme ou un peu gras. Donc je dirais la 10S. Voilà pour les wedges Vokey sur un marché des wedges très animé en 2024. Je vous donne mon coup de cœur personnel. C'est signé Ping et c'est assez rare pour le souligner parce que j'ai jamais trop aimé les wedges de cette marque-là qui pourtant fait des sans fautes sur le reste du sac. Là, il nous propose des S159 qui cartonnent déjà sur le tour auprès de joueurs comme Mathieu Pavon. Ça a une allure hyper sobre, hyper classique, un toucher vraiment nickel. C'est vraiment du classicisme enfin proposé par Ping avec ses S159, des clubs que vous pouvez choisir via l'appli WebFit lancée par Ping. Vous allez en ligne sur cette appli, donc il va vous permettre en 3-4 clics de choisir le bounce et surtout le loft qui vous convient le mieux. Vous allez voir, c'est très simple, rapide et intuitif. Et un petit peu moins cher pour les bourses un petit peu plus réduites, du rapport qualité-prix au top. C'est signé Cleveland, comme d'habitude sur ce segment-là. Les RTX Full Face 2, là en l'occurrence, c'est si vous aimez les wedges à pointe haute. Vous savez, ce profil avec le centre de gravité relevé, ça vous aide à jouer des coups lobés sans avoir ces balles un petit peu flottantes, parce que vous savez, quand on tape des coups lobés, on tape la balle un petit peu plus haut dans la pointe. Pour rappel, ça coûte moins de 190 €. Et question rapport qualité-prix, Cleveland sur les wedges, c'est imbattable.
Allez, on change complètement d'univers des wedges, on passe au grip. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on va découvrir les reverse taper. Si vous le voyez à l'image, c'est fin en haut, c'est épais en bas. Ça prend à contre-pied tout ce qui se fait dans l'univers du grip de putter depuis plus d'un demi-siècle. On va découvrir ces tout nouveaux grips tout légers du côté de Valderrama en Espagne. Golf Pride, vous connaissez très bien pour les pleins swing. Plus de 80% des pros utilisent la marque américaine depuis les années 60. Et le leader va prendre un gros risque. Ils vont attaquer vraiment le marché des putters qu'ils ont complètement délaissé ces dernières années avec une grande nouveauté, les grips de putter reverse taper. Vous le voyez déjà, c'est fin en haut et c'est beaucoup plus épais en bas. C'est complètement à l'inverse de ce qui se fait d'habitude avec 3 nouvelles formes. J'ai ici la version flat qui est hyper propice à des grips, on va dire, avec deux paumes qui se font face. Vous avez aussi la version pistol, celle que je préfère, qui est très propice quant à elle à des grips inversés. Et une version hyper classique qui va convenir à un maximum de monde, hyper universelle, la version ronde. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Golf Pride? Ils ont déjà proposé un grip très léger en polyuréthane parce qu'évidemment quand on met des gros grips comme ça, et on a toujours peur que ça ruine le swing wide, l'équilibrage du putter. Ce type de grip également vous permet d'être un petit peu plus détendu, toujours selon les ingénieurs de la marque américaine. Donc plus de détente dans les mains égale un tempo beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux pendant le putt. Et le gros avantage du gros grip, quelle que soit la marque, c'est de verrouiller les poignets, c'est de garder une face square plus facilement pendant tout le putt, moins de flip et donc en théorie plus de constance, plus de régularité sur les greens. Alors il faut savoir aussi que ces nouveaux grips Golf Pride sont disponibles chacun en 2 tailles, donc 3 versions, la plate, la ronde, la pistole, mais avec 2 tailles différentes, la médium et la large. Moi j'ai choisi la médium et ça marque encore plus la différence entre le haut du grip et le bas. Donc on va voir si ça réduit vraiment l'influence de la main du bas. Mais en tout cas le côté fin, pour moi qui utilise un grip inversé, est assez idéal. Au niveau vibration, c'est vraiment pas mal, ça m'endort pas les sensations. J'ai toujours peur qu'avec ces gros grips plein de polyuréthane, j'ai toujours peur que ça endorme un peu les sensations, les vibrations. C'est quand même hyper important au putting, vous êtes d'accord? Et en tout cas, j'ai vraiment aucun mal, il me semble, à garder comme ça la face square pendant tout le putt. Ça réunit un petit peu le meilleur des mondes, ça donne un petit peu la finesse du grip fin, mais également la stabilité des grips plus épais. Donc on réunit vraiment les deux avantages. Et donc avec cette main basse qui est vraiment davantage neutralisée grâce à l'épaisseur du grip sur la partie basse. On a de la chance, on est avec Matt, un coach de putting spécialisé à Londres. Hello Matt. Hello, how are you? Il va nous montrer un ou deux exercices pour vous aider à déterminer quelle va être la bonne largeur de grip. We've got the mirror set up here. The challenge here would be to pop the putter head down in behind the ball there. We can see the putter face is nice and square. I'm done. So we look at the start line there as being maybe slightly left. Donc on va voir l'exercice de la porte où vous pouvez le faire vous-même très facilement. Vous plantez 2 tees à la sortie de balle et vous voyez quel côté du tee vous tapez. We've got a little putting template here that's a visual representation of how the putter should move. We've created a little start line gate here at the front that gives you 1 degree of error. I think it helps to manage setup, shape of stroke, start line and speed. That allows players to sort of turn up to a tournament on a Tuesday, get used to the green conditions that week. What will be the best grip, to be honest, with that kind of shape? Yeah, I think again it's going to be player specific. I've played around with a few of them, and with the pistol one I've got here, I've felt really comfortable going both left hand low and with a claw. So I think it's actually quite flexible in terms of how it fits, and there'll definitely be players who have got a preference for one over the other. Deuxième jour de test, donc on est bien à la réserve et donc on va tenter pour cette deuxième partie avec les grips reverse tape de baisser un petit peu les mains, essayer de profiter davantage de la partie
épaisse et on va voir déjà si c'est un problème au niveau technique de baisser les mains sur le grip. Et justement, Matt, le coach de putting londonien, est toujours là. On va lui poser cette question. The red grip cap at the top obviously is where the grip closes off, and I think something that will be quite common I see with players will be gripping the putter almost a bit too high, so the putter getting not fully into the hand. So the idea there would be try and make sure the whole of the top hand is sat onto the grip of the club. I think that can help with control, so you're actually using the grip and using all contact from your hand onto the club there. I think along the red lines here down the top, you can actually form a reference point for where your thumb may sit or one of your fingers sits, and that allows an element of consistency in terms of gripping height, so at least you know you're getting back into the same start position every time. Allez, on va essayer de finir sur une bonne note sur le 18 de la Reserva. On essaie de bien placer les mains selon les repères. Tourne, tourne. Ah, ça c'est grâce au grip Golf Pride. Donc voilà pour ce test à la Reserva. Donc j'ai bien respecté ce que Matt m'a dit. Je me suis servi des repères visuels pour gripper toujours de la même manière le putter. Moi, au niveau des sensations personnelles, je suis pas trop dans les grips soft comme ça. C'est quand même très tacky, un petit peu spongieux. Et en conditions humides, je suis pas sûr que ça le fasse, mais en tout cas, je pense que ça peut lancer une tendance. Donc, grâce à Golf Pride et ses grips Reverse Taper qui sortent le 15 février en Pro Shop. Voilà pour Golf Pride, le numéro 1 du grip de golf qui lance une série limitée pour avril. Avril, le mois du Masters, avec des grips MCC plus 4 aux couleurs typiques du premier majeur de la saison. Donc des grips verts qui sont en série limitée et proposés en taille médium et standard. Sachez juste que près d'un tiers du champ de joueurs au Masters va utiliser ce type de grip. Toujours sur la fibre Masters d'Augusta, Cobra propose une série limitée de ses drivers que vous découvrez à l'image évidemment avec les thématiques habituelles du côté de Magnolia Lane avec des azalées, du vert et du jaune typique du premier majeur de la saison. Les marques de matériel nous ont habitués également à lancer beaucoup de bagagerie durant ce début du mois d'avril. C'est vraiment le point de passage obligé pour lancer la saison. Et à côté de moi, vous avez cette petite merveille signée... Oula, je casse tout, c'est pas grave. Cette petite merveille signée Srixon, ça a été en 2020, fin 2021, en hommage à la victoire d'Hideki Matsuyama, le premier japonais à s'imposer à Augusta. Et je vous ouvre la poche à vêtements avec à l'intérieur, si vous le voyez bien, les azalées typiques roses qu'on va retrouver, qu'on a hâte de retrouver du côté de la Géorgie. Allez, petite respiration maintenant dans Sweet Spot, on file du côté des Yvelines. Manon Cambré et Héloïse Girard vont nous faire découvrir le pimper de wedge, un vrai artiste du club de golf. Bonjour, bienvenue Golf Superstar, je suis Julien, je vais vous faire découvrir mon activité. Voilà, bienvenue dans l'atelier. Ici il y a tout ce qui est parti, surtout pour customiser, je fais de la peinture, j'ai un laser qui engrave, j'ai des outils et pas mal de petites choses pour m'aider à réaliser mes rêves. Il y a une autre partie d'atelier qui est dédiée à la mise en forme de tout ça. Donc ici j'ai des outils qui vont mettre en forme. Vous pouvez monter là-haut, c'est sûr. J'ai une petite micro-sableuse qui va m'aider à corriger un petit peu les imperfections que je peux trouver sur les surfaces. Et puis aussi faire des états de surface proches du satin finish, etc. Golf Superstar, c'est parti de l'intention de faire des petits objets sympas autour du golf. Golf Superstar, c'est le fruit un petit peu de mon expérience dans le golf. Je joue au golf, je fais rien d'autre, j'ai pas de palmarès à faire valoir, mais un goût du jeu qui est vraiment constant depuis toutes ces années. J'ai participé à pas mal de choses dans le golf, à tout point, à tout niveau, et puis il me restait que cette niche à exploiter, quoi. Alors bon, j'ai rien inventé, ça vient des Américains qui adorent ça,
Et puis du coup je dois être un peu américain et j'adore ça aussi. Je fais des choses qui me plaisent. Je le montre à mes potes, à mes amis, à mes golfeurs avec qui je peux jouer, à mes partenaires sur le parti. Et puis souvent ça finit dans leur poche. Je donne plus que je vends, mais ça me va bien. La démarche elle est vraiment pour le moment un petit peu romantique pour certains, hein, puisque forcément on n'est pas dans une démarche de rentabilité, mais surtout voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose, d'y penser ensemble, d'avoir un projet et puis de le mener au bout, quelque chose d'un petit peu qui sort du commun. L'activité ici, elle est assez simple, hein. Quand on arrive avec son club ou son wedge par exemple, la première chose, on va enlever le chrome qui est dessus, le nickel, tout ce qui est, on le met ce qu'on appelle raw. On peut partir sur un traitement de surface, celui qu'on veut. Alors il y a plusieurs façons de voir la chose, soit mat, soit brillant, soit de couleur, on peut tout imaginer. Moi j'utilise pas de peinture, de l'émail pour faire remplir les gravures, mais pas de peinture. Donc les couleurs elles sont obtenues par traitement thermique ou chimique. On a tous les mêmes process qui peuvent s'appliquer au relève pitch. Alors j'ai des relève pitch que j'ai dessinés, que j'ai fait engraver, que j'ai fait usiner. Donc ça c'est usiné dans la masse, ça pèse 60 grammes. Et donc là-dessus, on peut partir sur plein de customisations. Tout est parti quand même des pièces et des jetons pour marquer sa balle. Alors bien sûr, voilà, c'est un des premiers que j'ai fait. Voilà, c'est une pièce, elle fait 40 mm, c'est une grosse pièce, assez fine quand même, avec pareil un chanfrage sur le côté, tout. Elles sont usinées. Les pièces c'est des belles, c'est pas juste un bout de métal. Allez, je vous propose maintenant de vous montrer un petit peu sur un petit projet qu'on va mener ensemble, voir les différentes étapes de ce qui peut se passer autour d'un jeton ou d'un relève pitch, on va voir. C'est parti pour le projet Journal du Golf. On va faire un petit jeton. J'ai pris votre logo, on va le vectoriser, on va le mettre dans la machine et après on pourra l'engraver grâce au laser. Voilà, hop, on va aller lui faire une petite beauté. On raye de plus en plus fin. En fait, c'est pour donner de l'éclat à la pièce, sinon il n'y a pas d'éclat. C'est un laser fibré. Le concept, c'est de la lumière qui va frapper, impacter la matière avec une grande vitesse, une grande force. Ça va progressivement enlever de la matière. Je reviens ici pour préparer le petit relève pitch souvenir. Alors là, il est un petit peu brut, il est un petit peu pointu. On va le rendre un petit peu plus sexy. Et puis maintenant, hop, il est déjà un petit peu plus présentable, quoi. Donc là, on va projeter du sable sur on va sabler tout simplement. C'est un abrasif très fin dans céramique qui va faire un finish qu'on appelle d'habitude satin finish. La corrosion thermique, il y a une plage en fonction de la température qui va colorer le métal. C'est en fait l'humidité et l'oxygène en fait qui va sortir de l'intérieur, la flamme, la chaleur, etc., qui va créer ce phénomène de corrosion. On a la pièce qui est engravée. On va mettre un petit peu de potion magique. Donc le but, c'est de brunir un petit peu la pièce.
Voilà, merci à Julien pour son accueil. Vous le retrouvez sur son site internet personnel ou sur son compte Instagram si vous voulez le contacter. Pourquoi pas le faire travailler. Allez, on passe à quelque chose de plus traditionnel. Quoi de plus traditionnel que Mizuno qui date de 1906, le roi du fer forgé qui lance une toute nouvelle gamme. On découvre ça tout de suite du côté du golf de Paris-Longchamp. On est au golf de Longchamp avec Kiton Lily, fitter expert Mizuno. Tous les 2 ans, Mizuno renouvelle ses séries de fer pour bons joueurs, les séries 200. Et on attaque tout de suite Kiton, si tu le veux bien, avec la tête creuse, celle que j'avais préférée il y a 2 ans, hyper puissante. Nos ingénieurs ont vraiment redessiné la tête de club avec une top line beaucoup plus fine et vous allez vous retrouver avec une tête de club beaucoup plus compacte que la 225 de l'année dernière. Une personne à partir de 14-15 de handicap peut se faire plaisir à jouer la 245 par rapport au nombre de shafts que nous lui proposons. Et on va aller jusqu'au 5 de handicap. En termes de chiffres de MPH, de vitesse de swing? De MPH, on devrait arriver aux 74-75 miles en tête de club. Le loft du Fair 7 est à 30 degrés. Ah, c'est pas si bas, on n'est pas sur du... Non. Pour du player distance comme c'est le cas, on n'est pas non plus sur du 28 voilà, degrés. Parce qu'on veut conserver quand même assez de rotation, assez de spin, assez de balles sur un attaque de green. C'est pour ça on doit tourner à 5000, 5500 tours par rapport aux 30 degrés. La distance, c'est quelque chose, et aller gratter quelques mètres, bon, c'est bien, mais c'est pas capital. Ce qu'il faut aussi, c'est que vous ayez l'angle d'atterrissage suffisant pour arrêter les balles sur le green. Et avec des balles qui sortent trop plates, et si les balles ne tiennent pas sur le green, vous allez absolument rien y gagner. Quittons, on continue avec une série qui est au milieu des deux mondes, une cavité. Alors là, nous avons une cavité séparée sur la 243 avec un ensemble sur les petits clubs en 10-25 carbone line flow. À partir du Fair 7, on a changé la texture chez Mizuno et nous utilisons le chromoly 4120. Nos ingénieurs se sont aperçus qu'avec ce chromoly, avec cet acier-là, sur un petit décentrage sur la face de club, on perdait beaucoup moins de vitesse de sortie de balle par rapport à un 10-25 carbone. Alors là, on attaque quasiment des clubs pour les joueurs du tour, en tout cas les joueurs de Grand Prix, les joueurs à moins de 5 d'index. On est sur un loft par rapport à la 245 du Fair 7, là on est en 32. 2 degrés, plus ouverte. 78-80 miles apprécierait surtout à partir de là, on pourrait commencer à tirer la quintessence de ces séries de fer. Et maintenant, on termine avec le Graal, la lame Mizuno. La Muscleback en 241 cette année, pure full forge en 10-25 carbone, du pitching wedge jusqu'au fer 3. On passe maintenant au bois parce qu'il y a du nouveau et c'est un bel axe de progression de Mizuno depuis 5-6 ans avec toute une gamme Max. Max, on en a beaucoup parlé, on les a déjà testés les drivers. Le ST Max. Voilà, un maximum de tolérance, un volume de 460, une tête en carbone composite. Ce qui change énormément, c'est la masselotte. Là, on l'a mis en centrale, mais nous avons rajouté plus de 20 grammes sur cette masselotte. Donc du poids à l'arrière, toujours pour donner de la stabilité sur la tête de club. Et quelque chose que j'ai adoré, là on parle vraiment d'un coup de cœur personnel, c'est les bois de parcours Mizuno. Donc ça fait 3-4 ans que je les adore et ça monte tout seul au ciel. On a intégré sur le ST Max, comme sur le STZ et le STX, la Cortez Chamber. À l'avant de la face pour donner du fléchissement. Ouais, c'est ça. Je peux avoir des gens à 32 handicap ou des joueurs à un chiffre. Nous avons du 3, du 5 et du 7 à proposer aux golfeurs. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis donc joueur en dessous de 5 d'index et c'est avec grand plaisir que j'ai des têtes max dans le sac. Pour mon driver, c'est le QI10 Max de TaylorMade et également mes hybrides et mes bois 3. Là, c'est du Mizuno en tête max 2024. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est hyper uniforme d'une série à l'autre. Même pourtant la série 245 qui est pour des index comme on l'a vu quasiment à 2 chiffres, jusqu'à la lame, j'ai pas trouvé une différence de toucher, c'était hyper uniforme. Mais également en termes de look à l'adresse par rapport à il y a 2 ans où c'était un petit peu plus marqué. La structure, le dessin de la nouvelle 245 qui est beaucoup plus fine en top line, beaucoup plus compacte. On a perdu quelques millimètres sur la face de club pour avoir, on va dire, une tête de club pour les manières de balle. Les joueurs du tour nous
nous ont demandé d'affiner tout ça. Les ingénieurs se sont aperçus que par rapport à l'insert de tungstène en même temps, ça pouvait aider le club à avoir plus de contact au sol. Voilà, Kiton s'est amusé un petit peu avec ces 3 bois et le Trackman. Là, j'en ai pris un petit peu partout sur la face, un peu en pointe, un peu talon. Ouais. Et ça a gardé des trajectoires et des vitesses de balle hyper décentes avec cette tête max de Mizuno. C'est simplement aussi pour vous donner du ressenti, donc hyper rassurant à l'adresse. Également la même situation avec le bois 3 et l'hybride, quelque chose que j'ai bien aimé déjà, c'est une jolie couronne en carbone noir qui brille juste comme il faut à l'adresse et une belle hauteur de face, on a un petit peu plus d'hauteur de face que sur les précédentes versions STZ. Et la même chose sur l'hybride avec un petit offset qui tombe. Un peu plus prononcé que par rapport au STZ que nous avons. C'est-à-dire qu'on a un petit peu reculé la face par rapport aux manches, pareil pour aider à redresser un petit peu les trajectoires. Mais toujours cette facilité de jeu avec les têtes max de Mizuno, sans nuire à la performance et surtout sans nuire au toucher et à l'allure. On est vraiment sur de la qualité Mizuno à ce niveau-là. Non, on n'a pas nuit au design, à notre produit Mizuno et à la technologie de nos aciers. Voilà, Kiton, on te remercie. On remercie également le Golf de Longchamp pour son accueil. On retrouvera Kiton plus tard dans l'année pour d'autres nouveautés Mizuno. Du Golf de Paris-Longchamp, on retourne à Chantilly et on va découvrir David Ravetto. Vous l'avez découvert sans doute tout récemment. Il a gagné sur le Challenge Tour. Il a un top 3 également sur le DP World Tour, le Parisien. C'est un passionné de matériel de golf depuis l'enfance et justement, on va explorer sa relation avec Titleist qui le sponsorise depuis ses 14 ans. Salut David. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de la réception de la première dotation par exemple? Ouais, la première dotation, elle est dingue. Maintenant que je suis sur le tour, ça peut paraître un peu anodin, mais c'est sûr, on reçoit nos premiers clubs. Voilà, je me rappelle sentir les grippes, sentir les têtes de club. Ça a une certaine odeur, un club neuf. Donc voilà, je devais avoir même pas 15 ans. Donc c'est sûr que c'est les premiers clubs gratuits. C'est même pas, je crois que c'était 12 douzaines ou 6 douzaines. Donc voilà, je me rappelle encore sentir les balles, les gants, tous les sortir des boîtes. Donc non, ça peut paraître très bête maintenant, mais c'est vrai que quand on reçoit ce premier package, en plus de sponsoring, c'est un sentiment presque de fierté, je dirais. Si on pense que quand on est gamin et qu'on voyait les joueurs du tour taper des clubs qu'on ne pouvait pas avoir, c'est vrai que ça faisait toujours rêver. Donc maintenant d'être dans cette position-là, c'est vrai que parfois ça paraît un peu surréel et il faudrait limite se pincer, mais après il faut garder les pieds sur terre et c'est vrai que c'est un kiff, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour performer, il ne faut pas non plus se perdre là-dedans. Est-ce que tu as un club de joueurs qui te faisait kiffer? Par exemple Tiger et un Scotty, Nick Faldo et une série Mizuno. Tu m'as devancé, c'est bien sûr Tiger et son Scotty. Son putter Scotty, il est mythique, il est légendaire. Et puis après, il y a eu toute l'histoire avec les Scotty, les Circle T, etc. Donc un club qui me marque, moi, c'est le putter de Scotty de Tiger. À quel point tu kiffes encore d'avoir des clubs tout neufs quasiment à portée chaque semaine? Ouais, ça a été un peu délicat ma première année. Je pense que je me suis perdu un peu différentes semaines à essayer beaucoup de putters. J'ai toujours bien aimé changer les putters, même si dernièrement j'avais pas changé. J'avais gardé un putter TaylorMade Spider pendant de longues années. J'ai dû essayer une bonne dizaine de Scotty, à bosser toutes les semaines à essayer de trouver une solution au lieu de faire ça en off-season. Donc je l'ai peut-être payé en fin d'année et je pense que maintenant j'ai appris de mes erreurs, qu'il y a un temps pour tout pendant une saison. Mais voilà, au moins j'ai vécu ce kiff. C'est vrai que je suis un peu tombé dans le piège. Mais bon, je suis content, au moins ça m'a permis de trouver mon petit bijou que j'ai aujourd'hui. Et on sait que les joueurs du Tour ont accès à des composants de très haute qualité. C'est les mêmes clubs qu'on trouve dans le marché sans vraiment être les mêmes clubs parce que voilà, c'est des clubs qui sont hyper checkés. De la tête au grip, au shaft, le grammage, si tout se passe bien. Donc voilà, là-dessus, ça va vraiment y avoir une différence par rapport au club du marché. Honnêtement, du wedge sur tous les fers, ça va vraiment être juste sur le check des matériaux, s'ils sont en bonne qualité, si le shaft réagit bien. Et juste sur les drives, ça va être un peu plus précis encore dans le fitting. C'est que voilà, nous, on va vraiment jouer avec le poids de colle qu'on va mettre dans la tête de club. Et qu'on peut vraiment, voilà, ils ont un système. Alors, quand on fit un driver, au lieu à l'époque, ils mettaient du plomb sur les têtes de driver, maintenant ils jouent vraiment avec la colle qu'ils mettent à l'intérieur du driver. Et ça, sur le marché, non, c'est une colle standard qu'ils mettent à un endroit standard.
Et nous, donc voilà, c'est là où ça va un peu bouger. Le manche, le Tensei orange que tu l'utilises sur ton driver et ton bois 3. C'est le vrai Tensei orange, c'est un shaft, je crois qu'il vaut plusieurs centaines de dollars. C'est l'un des avantages des sponsorisés, on regarde plus trop au prix, on prend juste ce qui nous convient le mieux. Je crois que c'est Benoît Delcambre qui me l'avait fité il y a 3 ans de ça à Chantilly. Et j'ai toujours pas changé parce que c'est ce qui m'a donné le meilleur taux de spin. Moi j'aime bien avoir une balle assez pénétrante, pas trop de spin. Grammage, moi je suis assez léger, je suis en 60 grammes. Il est en flex TX, donc ça doit être un tour extractif, mais rien d'extraordinaire pour nous pros. Et puis après en typé, il est juste typé en bas, longueur assez standard. Je crois que c'est un 45 ou peut-être juste un peu plus court, mais je crois que je suis assez standard. Alors c'est quoi typé ? Typé, c'est quand on le coupe en bas. Et je crois que ça ajoute de la rigidité, je suis pas sûr, un truc comme ça. Donc voilà, avant j'étais fan de tous ces specs, maintenant j'avoue que je laisse faire les experts. Et j'essaie juste de taper le club le mieux que je peux. Pour la petite histoire, moi j'ai encore le TSI, j'ai pas le TSR. Donc voilà, j'ai le TSI 3. J'ai essayé les nouvelles têtes, on a essayé plusieurs réglages. Elles marchaient plutôt bien, mais voilà, j'ai pas senti le besoin personnel de changer. Même, je crois que on n'est même pas 5 sur le tour à garder la TSI. Donc voilà, c'est pour prouver que le TSR est vraiment performant. Mais voilà, moi j'avais un club où j'ai une totale confiance. Et je pense que c'est important à très haut niveau que quand on a une totale confiance dans un club qu'il ne faut pas le changer. Le seul petit réglage que moi je vais changer suivant les semaines, c'est celui-là. Donc voilà, ça va être soit mon Fer 3 U500, donc ça aussi c'est un ancien modèle, parce que voilà, j'ai une totale confiance sur ce Fer 3, on va dire Fer 3 hybride, et mon hybride TSR 2. Voilà, ça c'est vraiment un nouveau club du sac, parce que j'ai jamais trouvé un bon hybride qui me convenait. Si on joue un parcours plutôt typé Lynx, où il faut faire des coups assez forts du départ, etc., qui roulent, je vais privilégier ce Fer 3. Et si on est sur un parcours plutôt typé États-Unis, où il faut porter la balle, avoir une balle qui tombe morte à 225 mètres, je vais privilégier l'hybride. Un mot sur tes wedges, combien de wedges dans le sac et quelle bounce? Alors j'ai switché à 3 wedges dans le sac quand je suis passé pro, je crois. Et j'en suis ravi parce que voilà, quand j'avais 2 wedges, 52-58, j'étais toujours un peu entre deux chaises quand j'avais le coup de 90-100 mètres. Est-ce que c'est un coup de 58, est-ce que c'est un coup de 52? Donc voilà, ça m'a donné vachement de polyvalence au wedging et aussi au chipping. Après, je suis assez standard, j'ai un 50, un 56 fermé en 55 et un 60. Et après aussi en bounce, je suis quelqu'un d'assez standard, j'aime pas trop, il y a pas mal de joueurs sur leur 60 qui ont un bounce très bas, donc un 4T, donc ça va être une arête qui va être très fine, mais du coup pas du tout polyvalente, qui va être hyper exigeante au contact. Et quand on va jouer un terre à gras, ça va être une semelle qui ne va pas du tout être adaptée. Donc moi j'ai préféré opter pour une semelle polyvalente, le 8M, qui me permet de jouer tout type de sable, tout type d'herbe. Et après c'est à moi d'adapter ma technique. Et puis après pareil, sur le 56, j'ai pris aussi un bounce polyvalent parce que j'utilise pour faire des pleins coups et des chips. Et mon 50, pareil, le standard 8F pour faire des pleins coups. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, le matériel de golf? Moi, je reste assez passionné, j'essaie de toujours un peu savoir ce qui se passe. En fait, c'est surtout 2 clubs pour moi qui sont hyper importants, c'est le driver et le putter. Sur ces 2 clubs-là, si on a un club où on a confiance et qui marche, il ne faut pas les changer. Un peu le bois 3 aussi, c'est toujours un club qui est très compliqué à fitter. Et donc, c'est pour ça qu'avant le TSR2, moi j'avais encore le 917, que malheureusement j'ai cassé et on n'a pas voulu me redonner une tête. Et après, les autres, on peut changer et ça n'aura pas trop d'impact sur notre jeu. Est-ce que tu peux nous parler de ta politique de changement de club? Est-ce que tu changes beaucoup ou est-ce que tu gardes les clubs qui sont chauds? Non, justement, les mecs de Titleist du camion, l'année dernière, ils m'ont mis un peu une étiquette de quelqu'un qui avait du mal à changer. Et voilà, de temps en temps, ça les énervait un peu. Le seul club que je vais vraiment changer beaucoup dans l'année, c'est mon 60. Les autres wedges 50-56, je vais les changer peut-être une fois dans l'année et encore. Parce que c'est des clubs où si les stries sont un peu usés, c'est pas trop grave. Parce que moins je mets de spin avec ces clubs, mieux je me porte. Parce que voilà, un coup de 90 mètres qui spin 10 mètres, c'est jamais très agréable. Mais par contre, le 60, c'est vrai que voilà, tous les 3-4 tournois, allez, 5 tournois max, je vais en demander un nouveau parce que on a ces espèces de mini-stries. Et c'est ces mini-stries qui mettent vraiment ce spin qu'on a au chipping et surtout au chipping, au wedging c'est les grosses stries, mais voilà, c'est vraiment ces mini-stries qui mettent beaucoup de jus et de spin au chipping et elles s'usent très vite, surtout nous qui faisons beaucoup de sorties de bunker pour s'entraîner, etc. Donc voilà, c'est vraiment le club que je vais changer entre, voilà, ça dépend des tournois, mais entre 3 et 5 tournois, le 60 il sort. Je suis quelqu'un qui n'aime pas changer parce que je trouve qu'on n'a jamais 2 clubs identiques. Donc voilà, je trouve que déjà, moi, changer entre 3 et 5 tournois, j'ai toujours un petit temps d'adaptation. Donc ouais, le joueur qui change tous les tournois ou tous les 2 tournois de 60, c'est faisable hein, parce que
Bien sûr, c'est à notre disposition, donc dès qu'on a besoin de changer, on peut changer. Est-ce qu'on vous dit sur le camion, bon, c'est tant de wedge par saison, faites quand même un petit peu attention? Je pense qu'en termes de wedge, on n'a vraiment pas de restriction. C'est comme sur les balles, on en a à disposition illimité. Juste les trucs avec Titleist où ils checkent vraiment maintenant, c'est les Scotty Cameron, parce qu'il y a pu avoir quelques abus voilà. J'ai entendu qu'il y a quelques années, c'était vraiment, on arrivait, on prenait un putter, on le ramenait à la maison et on sait tous que voilà, vu que c'est des putters qui ne sont pas pour le commun des mortels, on va dire, ou accessibles au commun des mortels, c'est des putters qui valent beaucoup d'argent. Donc maintenant, c'est un peu plus quadrillé, même si moi j'en ai déjà 5 en ma possession, donc voilà. Il n'y a pas de restriction tant qu'il n'y a pas d'abus. Quand c'est fait dans les règles, on va dire, on a vraiment accès à tout ce qu'on veut. Voilà, merci à David. Et d'ailleurs, on va continuer l'émission avec lui, avec une séquence que vous appréciez particulièrement. C'est mon club préféré avec son Scotty Cameron. Salut, c'est David Ravetto pour mon club préféré. Alors mon club préféré, c'est mon putter en ce moment. J'ai fait le Switch cet hiver. C'est un petit bijou, c'est un Scotty custom. Il y en a qu'un dans le monde comme ça. Je pense que c'est vraiment le secteur de jeu et c'est surtout le club qui peut faire gagner des tournois ou qui peut sauver aussi des mauvaises semaines. Je prends un plaisir fou je vois pas le temps passer à l'entraînement. Honnêtement, je peux passer des heures. Surtout quand on a un putter qu'on aime bien regarder. C'est surtout ça la clé. Le modèle que vous pouvez retrouver dans le marché, c'est ce qui se rapproche du Square Back 2. Moi, j'ai fait mettre une neck assez spéciale, donc c'est une single bell, on appelle, pour vraiment avoir un putter vraiment stable. Autre petite modification que j'ai fait faire par Scotty, c'est les stries. Je les ai fait plus profondes que la normale. Et en fait, ça permet d'avoir un toucher plus doux, vu que moi, je venais d'un putter insert. Et l'autre petite particularité, c'est que je lui ai fait mettre 3 lignes, parce que ça m'aide au centrage quand je suis à l'adresse. Et c'est surtout ça m'aide à la visée à être moins fixé à un point précis et plus me donner une espèce de couloir de visée. J'ai aussi mis un peu de tape dessus. Voilà, moi j'aime bien les putters qui sont assez lourds. Donc, comme on peut voir, j'ai mis une couche assez conséquente. Et c'est juste après des questions de goût et de couleur. Donc voilà, moi j'aime bien un putter assez lourd et je trouve aussi que ça lui a donné encore un toucher un peu plus doux. Donc voilà un coup qui m'est resté un peu gravé avec ce putter, bien sûr c'est la victoire sur le Challenge Tour en Afrique du Sud. Il avait été super performant toute la journée, j'ai mis vraiment des bonnes ficelles toute la journée, donc ça m'a vraiment marqué. Et puis derrière ma 3e place aussi sur le Tour européen au SDC Championship. C'est grâce à lui que dernièrement j'ai eu des très bons résultats, donc plein de bons souvenirs pour le moment. Et la toute petite histoire marrante avec ce putter, voilà, j'ai gagné avec lui en Afrique du Sud et il y a eu une petite champagne shower au 18 et du coup on peut voir que voilà, j'ai un petit souvenir de la champagne shower avec une petite décoloration. Donc comme Adrien Sadier m'a dit, au moins maintenant quand je putte, je me rappelle tous les jours que j'ai gagné ce tournoi. Voilà, c'est la fin de Sweet Spot et comme vous en avez l'habitude, on finit avec le résultat du concours du mois précédent. Vous vous souvenez, il y avait à gagner un putter Jailbird d'Odyssée, celui utilisé par Frédéric Lacroix et plein de stars du PGA Tour. Vous découvrez le nom du gagnant en bas, on vous enverra un petit mail petit vénard. Et d'ailleurs, on remercie Callaway et Médéric Cocker qui sont les grands parrains de Sweet Spot de cette émission. Un grand merci à eux. Et on enchaîne avec le concours de ce mois d'avril. Vous allez voir, ça va être savoureux. Tout simplement, le sac du Tour de David Ravetto, signé Titleist. Le joueur du DP World Tour va vous le dédicacer et on va vous envoyer ça à la maison. Pour ceci, pour participer, rien de plus simple. Vous envoyez un petit mail à l'adresse qu'on vous affiche ici. Vous mettez dans l'objet sac David Ravetto. Comme d'habitude, on va se débrouiller. En attendant, on vous souhaite une très bonne chance et on se retrouve en mai, le mois prochain, pour un nouvel épisode de Sweet Spot.